Le château d'Aubé est l'une des réalisations les plus importantes de l'architecture française de la fin du XVIIe siècle. Situé à l'extrémité ouest du village et dominant la plaine, il s'appuie au nord sur une église et un château fort du Moyen Âge. L'épisode majeur du château est son extension de 1681 jusqu'à 1685, programmée par le baron Louis de Bachy et continuée par son fils, l'érudit marquis Charles de Bachy, à partir de 1730. L'extension consista à construire vers le sud, et ce à partir du château médiéval, un long bâtiment bénéficiant d'une façade tournée vers le village et l'autre regardant la campagne, ainsi qu'une cour d'honneur centrée sur un pavillon médian. Ce pavillon constitue un volume stupéfiant, à la fois par l'ampleur de son échelle et par la virtuosité stéréotomique du monumental et exceptionnel escalier qui s'y déploie. Il est couvert d'une coupole en pendentif de Valence, avec un grand oculus qui s'ouvre au zénith de cet édifice. Un lanternon surmonte le dôme. Les créateurs de cet ensemble furent le maître maçon et architecte Gabriel d'Ardeillon, valeureux fondateur d'une dynastie de constructeurs à Nîmes de 1656 à la fin du XVIIIe siècle, associé à Ponce Alexis de la Feuille, sieur de Merville, ingénieur du roi, ayant de très fortes attaches dans le milieu parisien. Ce personnage exerçait en Languedoc la fonction d'inspecteur des ouvrages du canal de l'Entre-deux-Mers, canal qui devait relier la Méditerranée à l'océan Atlantique. Il était davantage, comme nous dirions aujourd'hui, un consultant, un expert sur des projets déjà établis par des architectes locaux. Dans notre région, on lui doit entre autres le palais épiscopal à Nîmes, l'hôtel de ville de Beaucaire, l'hôtel des trésoriers de France à Montpellier. À Aubé, il est intervenu sur le dôme avec son lanternon, ainsi que sur certains éléments du fameux escalier dont parle le préfet du 15 août 1680. Vauban lui-même, de passage à Aubé, fut séduit par cet escalier à l'architecture extraordinaire et ne pouvait se lasser d'en faire son éloge. Le pavillon central est un magnifique hall qui permet, grâce à son escalier, de rattraper le dénivelé qui existe entre le côté qui donne sur la cour d'honneur et le côté ouest tourné vers la campagne. Cet escalier se termine sur le grand palier de l'étage noble qui repose sur une voûte plate de 11 mètres sur 6 mètres, véritable record pour un ouvrage de cette époque. Nous reviendrons sur cet escalier et son incroyable architecture dans une prochaine vidéo. Abordons aujourd'hui le descriptif détaillé de l'intérieur de ce pavillon. Il mesure 22,50 m de hauteur, du sol à la base de l'oculus, pour une largeur intérieure de 10,90 m et une profondeur de 13,40 m. Il est appareillé en pierre de taille provenant des carrières proches de Junas et bénéficie d'une décoration d'une exceptionnelle qualité. La coupole, à clé annulaire, qui coiffe la cage d'escalier, repose sur des pendentifs à nervures rayonnantes, appelés pendentifs de Valence. Il faut noter que ces nervures rayonnantes sont purement décoratives et donc dépourvues de tout rôle structurel. Elles se terminent par des culots sculptés en pigne de pin. Cette coupole supporte le grand oculus zénital qui mesure 6,30 m de diamètre. Au niveau du dôme, un lanternon surmonte cet oculus. Il est à ossature bois, réalisé par les maîtres charpentiers. Il doit permettre de supporter une couverture. Sur l'ensemble de l'édifice, les murs surdimensionnés atteignent près de 1,50 m d'épaisseur. Ceci pour mieux absorber la pression et le poids exercé par la coupole. Gabriel d'Ardeillon va inventer des ornements et des profils, en s'inspirant librement des modèles gallo-romains de Nîmes. Deux corniches soulignent les deux niveaux de la cage d'escalier. Corniche à face et goutte potencée à la base, on y distingue une frise ornée de perles groupées par 3 et coupée d'écussons en saillie. Corniche supérieure en simple bandeau lisse, ponctuée par des niches sculptées. Ces niches sont au nombre de 12, 3 sur chacun des 4 murs, une au milieu et 2 latérales, ce qui fait qu'elles paraissent jumelées dans les angles du bâtiment. Elles surmontent les ouvertures.
Sur le mur de la façade orientale, elles sont au-dessus de la porte d'entrée et des fenêtres latérales. Du côté de la façade occidentale, les 3 niches dominent les grandes fenêtres et correspondent aux fenêtres du second étage qui sont murées. Sur les murs latéraux, les niches surmontent les portes donnant accès de chaque côté aux appartements des ailes du premier étage, l'étage noble du château. Ces 12 niches sont décrites comme étant des niches à cul de four en coquille, encadrées de feuilles d'acanthe à volutes portant un masque couronné de feuillage. Pourquoi cul de four ? Eh bien parce qu'elles constituent une voûte en forme de demi-coupole, rappelant la forme d'un four à pain. Ces niches reposent sur un appui à profil torique à hauteur du bandeau filant. Leur base forme une console en demi-lune avec milieu saillant supporté par une tête sculptée de face, au visage et à la coiffure variée. Leur sommet, très élégant, présente une coquille surmontée d'un bandeau en demi-cercle et d'une clé de voûte coiffée d'un plumet. Les visages sculptés évoquent les 12 mois de l'année. 2 d'entre eux, situés au milieu des murs nord et sud, sont coiffés d'un mufle de lion et pourraient représenter le baron Louis II de Bachy, père du marquis Charles II de Bachy. Les bustes qui devaient garnir ces niches n'ont pas résisté aux actes de vandalisme et à l'incendie des mois de mars et avril 1792. Nous trouvons d'autres enjolivures décoratives au niveau des portes palières, portes de distribution à la française, dont les chambranles sont agrémentées d'une délicate frise de rinceaux, c'est-à-dire des ornements sculptés, des feuilles et des fleurs, des anges également, le tout rehaussé d'une corniche d'entablement. Remarquons au passage que tous les linteaux des portes sont soulagés par la présence d'un arc de décharge. On peut observer aussi que les portes, les fenêtres, les portes-fenêtres sont couvertes d'une arrière-voussure de Saint-Antoine et rehaussées d'une table à motifs géométriques. Cela nous renseigne sur l'épaisseur des murs, qui, comme nous l'avons déjà observé, avoisinent les 1,50 m. Enfin, il faut noter que, nichés dans l'épaisseur des murs nord et sud, 2 minuscules escaliers tournants en forme de vis, et donc à limon hélicoïdal, permettent d'accéder à la partie supérieure du dôme. Extrêmement étroits, ils ne peuvent donner le passage qu'à une seule personne. On suppose que l'un devait servir à la montée et l'autre à la descente. Ainsi se termine la description architecturale de la partie centrale du château d'Aubé, qui abrite l'exceptionnel escalier qui en fit sa renommée et sur lesquels nous reviendrons en détail dans une prochaine vidéo.